Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série, dans la 3e saison d'Histoire en série qui commence aujourd'hui avec Annick Louis. Bonjour Annick. Bonjour Nicolas. Alors Annick, on va entamer cette 3e saison avec vous sur une série, on va en parler, une série qui va nous faire voyager, dans les mythes, dans le temps et dans l'espace. On va aller vers Troie, mais pour l'instant, je vais vous présenter. Alors vous êtes professeur à l'Université de Franche-Comté et membre de l'équipe pédagogique de l'EHESS. Vous avez été visiting professor à l'Université de Yale entre 1999 et 2000, boursière de la Fondation Alexander von Humboldt entre 2000 et 2002, et en 2010. Donc, vos domaines de spécialité, Annick, sont le récit, des théories du récit, la théorie littéraire. Actuellement, votre travail s'oriente vers une épistémologie de la littérature, ainsi que vers l'étude des rapports entre littérature et sciences humaines sociales. Alors, pour les auditeurs, je donne les titres de vos derniers ouvrages, et en particulier le dernier que je recommande, qui d'ailleurs est très en rapport avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Son titre, c'est L'invention de Troie, les vies rêvées d'Heinrich Schliemann, aux éditions de l'EHESS en 2020. Et puis, plus récemment, vous avez sorti aussi Sans objet pour une épistémologie de la littérature chez Hermann en 2021. Alors, votre prochain livre s'intitulera Homo Explorator, les écritures non littéraires d'Arthur Rimbaud, de Luciano Marsiglia et d'Heinrich Schliemann, qui devrait paraître cette année chez Les Classiques Garnier. Vous avez fait de nombreuses publications antérieures, dont Borges face au fascisme, Les causes du présent, paru chez Montreuil aux éditions de Lettres en 2006, et puis la deuxième tome, Borges face au fascisme, le tome 2, Fiction du contemporain, paru en 2007. Vous avez aussi fait paraître Borges, œuvre et manœuvre chez L'Harmattan en 97. Vous avez aussi publié de nombreux articles qui concernent les rapports entre littérature et politique, la notion d'auteur, les revues littéraires, ainsi que des travaux littéraires de littérature comparée sur les rapports entre la littérature hispano-américaine et française. Vous avez aussi traduit Songes et discours de Quevedo en collaboration avec Bernard Tissier et Les rêves et le temps de Maria Zambrano. Donc vous avez reçu aussi en 2021 pour l'ouvrage sur l'invention de Troie, les vies rêvées d'Heinrich Schliemann, le prix Louis Barthou de l'Académie française. Donc vous étiez tout à fait la personne appropriée, Annick, pour venir évoquer avec nous une série qui va nous amener vers la cité mythique de Troie, qui s'intitule en français Troie, le trésor, la cité du trésor perdu, qui est une série qui s'appelle Dror Zahavi aussi, qui est une série allemande de 2007. Alors pour commencer, comme on fait dans l'émission, Annick, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que vous pourriez faire la présentation puis le pitch de cette mini-série allemande? Oui, merci beaucoup Nicolas. Effectivement, donc en français, la mini-série s'intitule Troie, la cité du trésor perdu. En allemand, le titre est un petit peu différent, c'est Der geheimnisvolle Schatz von Troja, le mystérieux trésor de Troie. Et en anglais, ça s'intitule Hunt for Troja, donc la chasse de Troie ou la quête de Troie. C'est une mini-série allemande en 2 parties de 90 minutes chacune, qui a été diffusée effectivement à partir de 2007 et qui raconte comment l'archéologue Heinrich Schliemann entame ses fouilles à Issarlik dans la Troade à la recherche de l'ancienne cité de Troie, qu'il met à jour, et il prouve ainsi donc que les événements de l'Iliade ont une source historique. Il y découvre le trésor de Priam et connaît un succès retentissant après avoir, on voit au début de la série qu'il avait fait l'objet de critiques et de moqueries de la part de la communauté scientifique allemande. Et là, donc, la série se termine par l'apothéose, la reconnaissance de l'Académie de ses travaux. Le récit met également en scène et accorde une très large partie importance, disons, à la relation avec sa deuxième épouse, Sophia, une jeune femme grecque. Bon, elle a 19 ans dans la mini-série, il en avait 17 en réalité quand elle a épousé Schliemann.
Et dans la mini-série, il rencontre toute une série d'obstacles et doit notamment faire face à des ennemis très variés, en particulier Oscar Neumann de l'Académie de Berlin, qui est un personnage imaginaire inventé, qui emploie des méthodes très peu nobles, comme on va voir, contre lui. C'est une production qui était très importante au niveau financier. Le tournage a coûté 8,3 millions d'euros. Il a eu lieu en Allemagne, en Croatie et à Rhodes. Et la mini-série présente un aspect particulièrement frappant pour l'imagination et pour les spectateurs. C'est la reconstruction des fouilles qui est vraiment très impressionnante, qui a la réputation d'être le plus grand décor de film jamais construit en Europe. Il a été bâti à Oberkrämer, dans la communauté de Brandenburg, en Allemagne, et l'entreprise a demandé 3 mois. Il faisait 150 mètres par 70 mètres et impliquait le transport de 20 000 mètres cubes de sable. Donc, c'est très impressionnant. Et donc, aucune scène n'a vraiment été tournée en Turquie, il faut le dire, mais les scènes ont été tournées en Croatie, le mariage du couple Schliemann à Rhodes, et certaines scènes aussi ont été tournées en Allemagne, par exemple, quand on présente le roi de Prusse, etc. Ça se passe au palais de Sans Souci, près de Potsdam. Première question, Annick, peut-être parce qu'on se la pose quand on a face à nous une série qui est qualifiée d'une série historique, c'est la question de l'historicité des faits. Là-dessus aussi, on sait très bien qu'on est dans de la fiction, qu'on n'est pas dans du documentaire, bien sûr, mais comment les faits historiques, vous l'avez dit là en introduction, on a voulu reconstituer véritablement le cadre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous qui connaissez bien, pour avoir travaillé dessus sur Schliemann, est-ce que ce qui se passe, c'est la réalité ou est-ce qu'on a là aussi, par rapport à la fiction, un certain nombre de faits qui sont soit détournés, soit peut-être inventés? Vous l'avez dit, il y a aussi des personnages fictifs qui sont là, comme Oscar Neumann, par exemple. Alors oui, c'est ce qui me semble très très intéressant dans cette mini-série, c'est qu'elle navigue en permanence entre la réalité historique, une reconstruction minutieuse, très réaliste de certains aspects, la légende, c'est-à-dire qu'en réalité de présenter les faits, elle récupère des aspects de la légende de Schliemann, et elle reprend aussi les autobiographies de Schliemann, et puis il y a des aspects entièrement fictionnels et qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Et au fait, ça a été signalé lors de sa sortie, donc il y a des gens qui ont dit qu'elle était absurde. Enfin, il y a eu beaucoup de critiques, mais en même temps, c'est une série qui est captivante, qui entraîne l'imagination du spectateur. Mais effectivement, elle contient de très nombreuses inexactitudes. C'est impossible de les lister toutes, mais je dirais qu'il y a deux écarts par rapport à l'histoire qui sont les écarts principaux et qui déterminent toute une série d'inexactitudes par la suite ou d'éléments fictionnels. D'une part, la présentation entièrement anachronique des événements qui ont marqué la vie de Schliemann. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a une appropriation nationaliste du personnage qui situe les débuts de sa carrière en Allemagne, la Prusse de l'époque, dans la Prusse de l'époque, à un moment où en vérité Schliemann était totalement détaché de sa région natale du Mecklembourg. Alors je rappelle que l'Allemagne en tant que telle n'existe pas à l'époque dernière, mais qu'il vient d'une région du nord qui s'appelle le Mecklembourg, du nord de ce qui est aujourd'hui le nord de l'Allemagne. Et donc, en fait, tout ce qui est situé à Berlin et dans l'Académie de Berlin, en réalité, s'est passé à Paris. Et c'était un des aspects sur lesquels moi j'ai basé ma recherche, c'est qu'on ne connaissait pas très bien les débuts de la carrière de Schliemann et qui se passe en vérité à Paris, ce qui est largement inconnu. Donc, on ne peut pas accuser non plus la série d'inexactitude sur ce point, puisque c'était une question sur laquelle les chercheurs, les recherches n'avaient pas été suffisamment poussées jusqu'à il y a peu de temps. Et au fait, dans cette période, donc, pour donner quelques dates rapidement, nous sommes avant la guerre contre les Prussiens, donc avant 1870, mais en gros, il vient de publier son premier ouvrage sur l'archéologie qui date de 1869. Donc, dans cette période-là, Schliemann n'avait vraiment aucun contact quasiment avec le milieu académique allemand, si ce n'est qu'il avait obtenu en 1869 un doctorat de l'université de Rostock, auquel d'ailleurs on fait allusion dans la mini-série. Je voulais juste dire que par rapport à la question de la nationalité, au cas où les personnes qui m'écoutent, je ne sais pas à quel point le personnage est encore connu, mais en fait c'est très épineuse parce que lui, il ne s'est
ne s'est jamais vraiment identifié à la Prusse. Et en fait, il a pris la nationalité, il a commencé sa carrière en Hollande et il a pris la nationalité russe quand il est devenu commerçant en Russie dans les années 1850, puis la nationalité américaine en 1869 justement. Et en fait, et après, il a vécu le reste de sa vie en Grèce. Et pendant la guerre contre les Prussiens, et je vais revenir sur cet aspect, en fait, il se range du côté des Français et il s'identifie pleinement à la France dans cette période. Justement, j'allais voir avec vous qu'il y a des aspects, comme vous l'avez dit, fictionnels qui sont là pour peut-être donner du lien à la mini-série elle-même, mais qui historiquement ne sont pas avérés, hein, notamment, vous l'avez dit, le côté nationalisme. Mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Est-ce que vous pourriez, pour nous, en relever quelques-uns pour bien montrer que c'est ce qu'on veut aussi faire dans l'histoire en série, que dans les séries historiques, il ne faut pas tout le temps les prendre comme argent comptant sur le plan de la recherche. Oui, tout à fait. Donc, déjà, la tentative d'assassinat sur Schliemann, qui est une scène très romanesque, digne d'un roman feuilleton. Le caractère très violent des conflits avec les propriétaires de terre. Donc, ces conflits ont existé, mais on ne s'est jamais battu. Il n'y a eu pas de coup de feu. Le sabotage des fouilles, la présence de l'espion sur le site, tout ça est vraiment tout à fait inventé. Les problèmes de Schliemann avec le gouvernement turc n'ont jamais pris ce genre d'ampleur officielle, hein. C'était des conflits plutôt régionaux et il a toujours négocié. C'est vrai qu'il a sorti en contrebande le trésor de Troie, hein, et beaucoup de ses trouvailles, mais par la suite, il a donné une compensation financière au gouvernement turc. Bon, c'était très intéressé évidemment parce qu'au fait, il n'a plus jamais pu obtenir de permis pour faire des fouilles tant qu'il n'avait pas réglé cette question. Donc, parce que normalement, d'après ce qu'il avait conclu avec le gouvernement turc, il devait céder la moitié de ses trouvailles et il ne l'a pas fait. Donc, et en plus, il s'en est vanté dans les journaux et dans ses publications, donc tout le monde était au courant du fait qu'il avait escroqué le gouvernement turc. Et finalement, il verse une compensation financière assez importante pour pouvoir reprendre ses fouilles beaucoup plus tard. Les négociations avec Bismarck afin d'obtenir son intervention favorable auprès du gouvernement turc est tout à fait imaginaire, hein. Comme je disais, il n'y a aucune identification de Schliemann avec cette région ni avec la Prusse, hein. Parmi les personnages aussi, il y a des personnages qui sont inventés. Oscar Neumann, son opposant, hein, son ennemi, qui semble avoir été vaguement inspiré de Ernest Curtius, hein, l'historien archéologue. Je trouve que c'est un peu douteux, mais ça a été dit au moment de la sortie de la série. Démétrius, le jeune grec dont Sophia est amoureuse, donc là on a tout un conflit amoureux, hein, évidemment, aussi. Rudolf Virchow n'est pas un personnage inventé, mais les rapports, la relation d'amitié très, très proche, hein, entre Virchow et Schliemann ne commence que bien longtemps après 1875, hein, alors que là il apparaît en 1869 comme un défenseur des théories. Et Frank Calvert, même s'il est mentionné, on ne lui attribue pas les mérites qu'il a eus. Et c'est au fait c'est Frank Calvert qui était installé aux Dardanelles, hein, qui a initié Schliemann à toute la question des fouilles et de la recherche du site de Troie. Et effectivement, Schliemann l'accuse d'être partisan de la théorie de Boudin-Bachy, qui était la théorie opposée à celle d'Issarlik. Et au fait, en réalité, il l'a toujours encouragé et aidé pour raconter aussi des choses très amusantes, hein, qui apparaissent dans les correspondances aux archives. Par exemple, il ne savait pas s'il fallait emporter un chapeau quand il allait faire des fouilles. Et donc, on a toute la correspondance de Calvert. On lui dit oui, il faut prendre un chapeau. Oui, il faut faire des fouilles dans telle saison. Et donc, au fait, c'est un peu dommage qu'on ne rende pas justice à ce personnage qui a été très, très important. Un aspect majeur de cette série, hein, on l'a évoqué depuis le début, c'est les rapports entre histoire et fiction, c'est-à-dire comment la fiction va utiliser certains faits historiques qui sont vrais, Oui. vous l'avez dit, et elle va aussi utiliser certains aspects qui sont apparus après les recherches de Schliemann, notamment dans sa légende. Comment est-ce que le mix des deux a été fait par les showrunners? Justement, c'est très intéressant parce que on a quelque chose qui apparaît de façon assez fluide. Oui, tout à fait. Au fait, c'est ça qui est intéressant, mais en même temps, pour le spectateur qui ne connaît pas la vérité historique, ça peut être un petit peu perturbant, ce mélange de vérité et de fiction, puisqu'on ne sait plus, comme vous disiez au début, on ne sait plus ce qu'il faut croire en tant que réalité historique. Mais ce qui est vrai, c'est que le travail sur la légende est vraiment très impressionnant. Alors, la légende de Schliemann a été construite d'une part par Schliemann lui-même dans ses propres autobiographies. Il en a rédigé 4 tout au long de sa vie.
mais également par ses biographes. Hein. Et donc là, ici, dans cette mini-série, on voit la reprise de deux aspects importants. Donc l'un d'entre eux, c'est cette obsession pour l'or qui n'existe pas vraiment chez Schliemann. Il cherche vraiment le site de Troie. Et qui figure dans la biographie de Emil Ludwig, qui était la première biographie, 1937. Hein. Et cet aspect Schliemann héros germanique se trouve dans la biographie de Ernest Meyer, qui a été une biographie qui a été commandée par, à l'époque du nazisme par le Gauleiter de la région où il vivait Ernest Meyer, qui était quelqu'un qui avait un doctorat en archéologie et histoire, mais qui était un peu un autodidacte aussi, et qui s'identifiait à Schliemann, et qui a évidemment, vous voyez bien le contexte national-socialiste. Hein. On a voulu revendiquer cet aspect, le héros germanique qui se situe dans la tradition de la Grèce antique. C'était fait des aspects disons, de l'idéologie nazie, hein, de se situer dans cette continuité de la tradition grecque classique. Voilà. Donc, effectivement, moi, ma position, c'est toujours, je ne voudrais pas gâcher le plaisir des spectateurs qui vont regarder la série. Donc, effectivement, ma position est de dire que la légende contient une part de vérité aussi, puisque la figure a été construite aussi par la légende, et que donc la figure de Schliemann permet de déplacer cette opposition entre une archéologie vraie et une fausse, parce que la discipline archéologique est une discipline où les légendes ont joué un rôle très, très important. Et c'est situé toujours entre science et parascience en un sens, et a incorporé des discours qui étaient jusqu'à présent considérés comme extérieurs à la discipline. C'est pour ça que moi je propose aussi, comme d'autres archéologues, hein, d'étudier aussi la façon dont l'archéologie populaire a contribué à l'histoire de la discipline. Et Alors, ce sont des aspects qui se retrouvent dans la mini-série. Alors, c'est très intéressant, j'allais vous dire, cette idée-là, Annick, de ce personnage de Schliemann véritablement et de sa légende, parce que on est à une période, vous l'avez dit, au 19e siècle, où l'archéologie est en pleine explosion. On va explorer de plus en plus de nouveaux espaces, et puis vont être découverts et fouillés des sites mythologiques, et Troie fait partie de cela. Alors justement, est-ce que pour les auditeurs, vous pourriez montrer en quoi ce personnage de Schliemann, avec sa légende d'ailleurs, c'est quelqu'un de majeur véritablement dans la discipline archéologique? Oui, en fait, la figure de Schliemann est extrêmement paradoxale, hein, parce que il y a eu une période où c'était un héros de la science, hein, il y a beaucoup de correspondances où les gens le traitent comme ça, de héros de la science, et les articles de journaux aussi. Et après, il y a eu une période de révision de ses travaux où on a démontré que beaucoup des choses qu'il avait racontées, donc je reviendrai plus tard sur la question du trésor de Troie, justement, étaient inventées ou composées par des récits divers, etc. Et donc, il y a eu une période où on a cru que ce n'était pas un archéologue au sérieux. En réalité, aujourd'hui, on a fait un bilan de sa carrière, et sa contribution est très importante, hein, déjà parce que justement, ce que lui présente comme le trésor de Troie implique la découverte de la préhistoire de la région qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et puis après, il va faire des apports aussi par rapport à ce qui concerne les méthodes de fouille. Hein. On a beaucoup critiqué parce qu'il détruisait des choses à son passage. Tous les archéologues le faisaient pratiquement à l'époque, mais c'est pas pour l'excuser, hein, ceci. Mais en réalité, c'est vrai que lui, les couches supérieures, donc la couche de dernière étape byzantine et romaine, ne l'intéressait pas du tout. Et donc là, c'est vrai, il a beaucoup détruit en passant, hein, parce que ça l'intéressait pas du tout. Il cherchait vraiment plus loin. Et effectivement, ces travaux ont été très importants pour la discipline archéologique sur un autre aspect qui, moi, en tant que spécialiste du discours et du récit, m'a beaucoup intéressé, c'est que Schliemann, il publie très vite les résultats de ses fouilles. Donc, comme au départ, en France, les savants qu'il a fréquentés et l'académie ne s'occupent pas vraiment de lui parce qu'il n'a pas encore fait de trouvailles majeures, et que ses théories sont un peu farfelues, bien sûr, au début, parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de trouver, ce qui est normal, personne ne savait ce que c'était. Et donc, il envoie des dépêches à des journaux. Et comme c'était un polyglotte, hein, qui parlait au moins 12 langues, et qu'il avait des contacts dans différents pays du monde où il avait vécu et travaillé en tant que commerçant, il publie en anglais, en allemand, dans différentes langues. Et voilà. Et il fait part de ses trouvailles. Donc, cette idée de publier rapidement les résultats de fouilles
et auprès d'un grand public et d'un public savant simultanément. Et je ne dirais pas qu'il l'invente, parce qu'à l'époque, sous le Second Empire, on a plusieurs savants qui vont utiliser ce genre de stratégie pour diffuser leurs travaux, pardon. Mais il l'apprend à Paris, probablement, cette idée qu'il y a un monde savant auquel il faut s'adresser, mais il y a aussi un public populaire auquel on peut faire part de ses recherches. Et cela explique aussi pourquoi il a utilisé des formules qui étaient très frappantes lors de Troie, enfin ce genre de formules. Mais en réalité, c'est aussi parce que lui aussi, il a utilisé l'imagination, l'imaginaire et la littérature comme base de ses fouilles. Annick, ce personnage de Schliemann, on le suit tout au long de sa vie à travers cette mini-série. Alors peut-être remontons en arrière, présentons-le depuis sa jeunesse tel qu'il est présenté, parce que là aussi, on n'est pas tout à fait en rapport peut-être avec la réalité. Oui, on n'est pas en rapport avec les réalités, mais c'est très beau et très entraînant. En fait, ce que Schliemann raconte dans son autobiographie, mais dont on a plus ou moins prouvé aujourd'hui que c'était des scènes inventées, c'est ce qu'on appelle la scène du topos du rêve, c'est-à-dire il raconte comment, quand il était enfant, son père, qui était un pasteur protestant, lui racontait les scènes de l'Iliade. Et c'est ça qui lui aurait donné envie de s'orienter vers l'archéologie et d'aller chercher la ville de Troie. En réalité, dans la mini-série, il est présenté comme un industriel, ce qui est totalement faux. Venant d'une famille riche, c'est totalement faux. Comme une sorte de grand bourgeois raffiné, ça aussi, ça non plus, ça n'est pas vrai. C'était donc le fils d'un passeur protestant de mauvaises mœurs et qui donc a perdu son salaire parce qu'il avait installé sa maîtresse auprès de sa femme dans la maison. Bon, bref, je ne sais pas sur ces épisodes, mais qui sont très romanesques aussi. Mais au fait, il avait des rapports très difficiles avec son père et donc il a quitté la maison et il n'a pas eu la possibilité de faire des études comme c'était le cas de la plupart des enfants de pasteurs protestants à l'époque. Alors, cette histoire de son père, il ne la raconte pas comme ça, bien sûr, il a toujours caché cet épisode de son enfance et c'est pour ça qu'il dit que son père était pauvre et qu'il n'a pas pu lui payer des études. Mais il lui attribue dans son autobiographie ce rôle de personne qui a fait naître sa vocation. Et à l'époque où il publie son autobiographie, il entretient son père, financièrement, je veux dire, donc son père va toujours confirmer ses versions. La mini-série va laisser tout ceci dans l'ombre, mais présente un autre aspect qui est très entraînant, c'est-à-dire que dans les premières scènes, on voit l'enfant Schliemann qui joue à la guerre de Troie, une épée en bois à la main, dans un décor composé de forêts et de ruines, et à ces images de l'enfant qui est en train de jouer dans les ruines, et se superposent des reconstructions de la prise de Troie, de la prise de la citadelle. Donc, on voit les gens qui s'enfuient, les femmes notamment. Et donc, le spectateur a vraiment l'impression d'être plongé avec l'enfant dans le passé historique. Et c'est très, très beau. Ce décor du Moyen-Âge, c'est une invention aussi de Schliemann qu'il introduit dans sa 3e autobiographie seulement, où il raconte qu'enfant, il jouait dans les ruines de Troie, etc. Et ça, c'est récupéré à un autre moment dans la mini-série, quand il fait la connaissance de Sophia et ses parents. Il dit qu'il a grandi au milieu des ruines. Donc, vous voyez, là, on retrouve encore un aspect de la légende Schliemann créée par Schliemann. Il dit qu'enfant, il ne comprenait pas que son père n'essayait pas de retrouver les trésors dont on parlait dans les légendes locales dans sa région natale du Mecklembourg. Donc, ces premières séries de la mini-série montrent l'enfant qui joue, évidemment, avec en parallèle les images de la prise de Troie. Et ces images vont revenir tout au long de la mini-série et vont remplacer un peu le topos du rêve. Donc, évidemment, c'est le rêve en tant que songe, en principe, dans ses autobiographies. Mais là, elles apparaissent, ces images, comme des véritables visions qui l'entraînent. Et quand il découvre le trésor, on va voir revenir ces scènes à chaque fois qu'il fait des petites trouvailles qui sont vraiment très belles, de reconstruction de la prise de Troie, tout à fait. Je ne dirais pas qu'elles sont historiques, mais elles font l'effet d'être historiques pour nous, spectateurs. Puisque je rappelle qu'on ne connaît pratiquement rien des cultures auxquelles sont liées les pièces qu'il a trouvées encore.
Donc, l'enfant, en plus, est vaincu, son essaim, il est jeté, il est couché par terre sur l'herbe et il voit un aigle passer. Et donc, on voit vraiment là toute l'imagination de l'enfant qui se déchaîne. Hein, c'est très, très beau. Hein. Et en même temps, ça nous rappelle, nous, en tant que spécialistes du récit de la fiction, les théories contemporaines, hein, qui n'opposent plus fiction et réalité historique, hein, mais on considère la fiction comme une activité cognitive hein, qui n'écarte pas du monde, mais qui permet de revenir au monde hein, d'une autre façon et qui nous permet, en un sens, de comprendre le monde d'une façon différente. Et dans la série, on voit ce mouvement, hein, vraiment, ce qui est vraiment très intéressant aussi. Donc, mais ce choix d'une scène comme ça, à l'air libre, dans les châteaux en ruine, etc., remplace cette scène familiale du Topos du rêve, hein, parce qu'en réalité, la scène qu'il raconte dans Topographie, c'est une scène vraiment de famille. On a vraiment l'impression, il a un grand talent narratif, on a vraiment l'impression de le voir assis autour d'une table avec son papa qui lui raconte trois. Voilà, c'est une scène d'intérieur, en fait, qu'il raconte. J'évoquais avec vous, Annick, à l'instant, c'est cette idée que ce personnage de Schliemann, c'est quelqu'un qui va savoir construire lui-même sa propre histoire pour en faire finalement une légende. Et ça, à travers les différents récits autobiographiques qu'il fait, c'est très clair, ça apparaît véritablement comme quelque chose qu'il a su faire, il a su se mettre en scène. Oui, tout à fait. Il y a, chez Schliemann, il y a une prégnance du récit. En fait, pour nous, lecteurs aussi, et à l'époque même, ces récits ont frappé l'imagination des lecteurs. Il y a une maîtrise du récit qui est très particulière. Et au fait, c'est un aspect auquel j'ai voulu rendre hommage aussi dans mon ouvrage, parce que ça n'est plus pour moi la question de si c'est vrai ou faux, mais il faut bien sûr connaître la vérité historique, mais c'est que nous dit le récit et quelle vérité nous dit le récit, hein, même quand il est complètement inventé. Et effectivement, Schliemann est un autodidacte, donc il n'a pas pu faire d'études, il solde son commerce autour de 1866, il s'installe à Paris, il investit dans l'immobilier et il commence à fréquenter des salles de cours au Collège de France, à l'université, à l'académie, et c'est comme ça qu'il commence à se former en tant qu'archéologue. Et c'est vrai que après, donc, dans son autobiographie, il construit une toute petite histoire. Alors, c'est vrai qu'elle peut ne pas être fausse, mais on n'a aucune trace préalable à la deuxième autobiographie, donc 1868. On n'a aucune trace avant ce récit d'un intérêt vraiment pour l'archéologie, un intérêt précoce pour l'archéologie. Il y a, oui, dès les années 1850, une sorte de malaise hein, chez Schliemann en tant que commerçant et il y a un début d'intérêt pour des activités intellectuelles, la connaissance, il commence à apprendre d'autres langues, etc., notamment les langues classiques. Hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment un polyglotte autodidacte qui a réussi dans le monde savant. Et cette réussite, elle a été effectivement résistée par surtout notamment à Paris, mais également en Allemagne, hein, parce que les autodidactes dans l'archéologie, au fait, ils étaient acceptés quand ils apportaient des données ou des objets. Mais Schliemann, il brise un peu l'image ou la fonction de l'autodidacte et de l'amateur à l'époque pour se lancer dans l'interprétation. Et évidemment, comme je disais, ces interprétations sont farfelues, mais à la fin, elles ne sont pas beaucoup. Enfin, ses ennemis n'ont pas raison non plus, parce qu'à l'époque, il sort à la lumière quelque chose de totalement inconnu. Et on n'a même pas les éléments pour interpréter ses trouvailles au départ. Et effectivement, lui, il va essayer de se donner les éléments en essayant de se former. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît. Il fait tout un tour dans les pays nordiques, hein, les pays du nord de l'Europe, qui n'apparaît pas vraiment dans la mini-série non plus, parce que ce sont les pays qui avaient le plus travaillé sur la préhistoire. Et donc, il cherche à comparer ses trouvailles avec les trouvailles qui ont été faites dans les pays du Nord. Mais c'est vrai que ces récits autobiographiques, même aujourd'hui, et même son premier ouvrage qui relève de l'archéologie, Ithaque, le Péloponnèse et Troie, c'est un ouvrage que je conseille parce qu'aujourd'hui, ça vous entraîne, ça fait rêver. Alors, c'est vrai que donc, ce que moi j'ai essayé de reconstruire à partir de ces archives, donc correspondance privée, autobiographie, récits archéologiques publiés, c'est la façon dont il construit ces récits, dont on ne peut pas dire qu'ils sont fictionnels, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils sont référentiels.
parce que ce qu'il fait, c'est travailler avec des récits d'autres gens, ça peut être Homère, ça peut être un cousin, ça peut être un correspondant anonyme, etc. Donc, il va récupérer des bribes d'épisodes et de scènes racontées par d'autres gens ou vécues par d'autres gens, et avec ça, il va composer son récit de vie. Et c'est un récit qui a frappé l'imagination des lecteurs, hein, donc j'insiste sur ceci, mais pendant plus de 100 ans, son récit a été considéré comme une vérité. Personne n'est allé vérifier les données pendant plus de 100 ans. Donc, la révision a commencé seulement dans les années 1970. Et donc, ce récit s'impose même aujourd'hui. Et bon, donc, moi, ce que je revendique, c'est pour les lecteurs et pour les spectateurs, la possibilité de jouir de ces récits, et de profiter de ce récit, tout en connaissant évidemment la réalité historique si on le souhaite. On est, Annick, dans une série, dans une fiction, donc il y a un acteur qui s'appelle Heino Ferch qui donne véritablement vie au personnage de Schliemann. Oui. Vous en avez pensé quoi de son interprétation? Alors moi, je pense que c'est vraiment la grande réussite, enfin, l'aspect de meilleure qualité, si on va essayer d'évaluer en termes de qualité esthétique ou narrative. L'aspect le plus réussi, c'est peut-être l'interprétation de Heino Ferch, qui est un acteur allemand qui était gymnaste. Et apparemment, il avait, d'après ce que j'ai pu retrouver, dans les données sur la mini-série, il rêvait d'incarner ce personnage, et il le montre vraiment dans toute son ambivalence énigmatique, rêveur et sympathisant avec le destin des moins fortunés, mais aussi les poussant à travailler dans des conditions un peu inhumaines, périlleuses, insupportables, etc. Il doute de lui-même et en même temps, il est très vaniteux. Il est rêveur et pragmatique, il est généreux et soucieux de ses dépenses. Et c'est vrai qu'il l'incarne d'une façon très physique, qui est très très belle, et il est plein de vitalité, le personnage sportif, et avec une forme de sensualité contrôlée qui est, en tant que femme, je peux le dire, mise en valeur lors de scènes de baignade dans la baie de la Troade. Alors ces baignades sont vraies, il racontait toujours, Schliemann, qu'il allait le matin se baigner, il y avait toute une hygiène de vie chez ce personnage, et il était assez frugal aussi par rapport à ce qu'il mangeait, etc. Mais ces baignades vont vraiment servir après à l'intrigue du film, parce que c'est en rentrant d'une de ces baignades qu'on va attenter contre sa vie. Il est blessé, il tombe d'un pont dans la rivière, mais c'est vraiment pour moi une des grandes trouvailles. Alors on a mis beaucoup en valeur l'interprétation de Mélanie Douté, qui est française, apparemment elle a donné les répliques en anglais parce qu'elle ne parle pas l'allemand. C'est une bonne interprétation, c'est vrai, mais l'interprétation de Heino Ferch est vraiment assez extraordinaire, je dirais. Alors, quand on regarde cette série, on est, Annick, face à une idée, l'idée peut-être très 19e siècle, mais qui est reprise dans les fictions autour de l'archéologie, des fictions plus tardives comme Indiana Jones, que l'archéologie, quelque part, avec Schliemann, c'est l'idée de chasse au trésor. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et comment c'est mis en valeur dans la mini-série? Ah oui, Schliemann a joué un rôle tout à fait capital dans la mise en place de cette idée que derrière les légendes concernant des trésors ou des villes mythiques, il existe un noyau factuel, un noyau référentiel, véridique. Et on la retrouve effectivement dans toute la série Indiana Jones. Et là, oui, pour ceux qui regarderont la série, je vous conseille aussi la scène de la découverte du trésor de Troie. On est vraiment dans l'imaginaire Indiana Jones et pas du tout dans le récit de Schliemann, mais elle est très très belle et assez longue. Et effectivement, il y a aussi des séries télévisées. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé cette série, mais qui est très intéressante, qui s'appelle Relic Hunter. C'est une femme qui cherche les reliques, et il y a évidemment Tomb Raider, les jeux vidéo, etc. C'est vrai que toutes ces productions mettent en scène cette idée, ce mouvement qui consiste à prendre les légendes, les mythes et les textes littéraires pour des vérités historiques susceptibles d'engager les archéologues dans des aventures, des voyages, des chasses au trésor qui sont vraiment trépidantes. Et ici, c'est trépidant, c'est pour ça que je conseille aussi la série. Et je me rappelle toujours le mot de Jean-Luc Fabiani sur l'archéologie, par rapport quand il l'a comparé à la sociologie. Il disait oui, l'archéologie est plus glamour que la socio, parce qu'il y a cet aspect aventure, chasse au trésor, etc. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il a contribué à la mise en place de cette
cette idée que la quête archéologique, elle est composée de sciences, mais elle est aussi composée, et je voudrais souligner ceci, et elle engage aussi les affects et l'imagination. Parce que je suis quelqu'un aussi qui revendique ce que j'appelle l'imagination scientifique, c'est-à-dire la capacité à imaginer de nouvelles hypothèses et de nouvelles méthodes de travail dans nos disciplines. Et c'est vrai que cet aspect, il est tout à fait mis en valeur dans la série. Là, c'est vraiment… Alors, il y a quelques petites contradictions en même temps dans la série, parce qu'au début, vraiment, sa quête, c'est une quête de vérité et de Troie, mais il y a des moments où ça paraît basculer du côté « je cherche l'or parce que je suis ruinée ». Et je voudrais quand même mettre en garde les téléspectateurs qui la verront sous-titrée ou doublée en français, parce que le doublage n'est pas excellent et il y a des contradictions qui se trouvent dans le doublage, mais qui ne sont pas dans la version allemande. Si on regarde la version allemande avec les sous-titres, c'est mieux. Si vous pouvez le faire, c'est mieux. Donc, il est un petit peu contradictoire, parce que d'un côté, on dit qu'il dépense des fortes sommes pour se montrer, mais il peut se montrer très généreux, mais en même temps qu'il est ruiné, mais c'est pas du tout vrai. En même temps, ce qui est vrai, et c'est là que je dis, c'est pour ça que je dis qu'on récupère absolument tous les aspects de la légende dans la mini-série, c'est qu'au fait, c'était une des accusations de ses détracteurs. Ils avançaient cet argument, très souvent à l'époque, qu'il allait laisser ses enfants dans la misère, et au tout, il avait 5 enfants, donc 4 après la mort d'une de ses filles, donc 4 enfants, qu'il allait laisser ses enfants dans la misère et qu'il allait se ruiner pour toi. Et c'est dans sa 3e autobiographie, il le dit même dans son autobiographie, il dit « je ne suis pas en train de me ruiner ». Et c'est vrai qu'il ne s'est pas ruiné en fouillant, en cherchant en Troie. Donc après, c'est vrai que la question de l'or se pose aussi par rapport au fait que Schliemann est quelqu'un qui a fait 3 fois fortune, une fois dans le commerce de divers produits en Russie dans les années 1840, pardon. Dans les années 1850, il a tenu une banque en Californie pendant la ruée vers l'or. Et donc, il y a eu ce mythe qu'il cherchait de l'or en Californie. Ce qu'il faut, il tenait une banque de change. Mais c'est un épisode de sa vie qui est très peu exploré, qui est tout à fait fascinant. Donc, vous voyez, il reste des zones à explorer dans le personnage. Et il y a aussi la 3e fortune pendant la guerre de Crimée. Et tout ceci dans les années 1850. Annick, on parle depuis le début de l'émission, et c'est le titre aussi de l'émission, Le Trésor de Troie. Alors peut-être pour les auditeurs, dites-nous qu'est-ce que c'était ce trésor qui a été mis à jour justement par Schliemann, et tel qu'on peut le voir, on l'avait dit, dans une très belle scène d'ailleurs de cette mini-série. Oui, la scène est vraiment magnifique et en plus très, très digne d'un roman feuilleton parce que donc contrairement à, il y a beaucoup de détails qui sont pas vrais, mais c'est magnifique. Ça se passe la nuit. Schliemann se rend compte qu'il y a quelque chose, qu'ils ont trouvé quelque chose. Il renvoie à tous les ouvriers, il dit que c'est son anniversaire, que tout le monde aille à la taverne fêter son anniversaire, et puis il reste seul avec Sophia et ils vont ensemble déterrer le trésor. Et c'est un aspect qui apparaît dans ses autobiographies. Lui, il a toujours prétendu qu'il avait déterré le trésor à main nue, pratiquement, avec Sophia. Pour éviter qu'il y ait des vols, il avait renvoyé mais ça se passait le jour, évidemment. Et donc, Sophia n'était pas vraiment présente quand ils ont déterré le trésor. Alors, le trésor de Troie, c'est un ensemble extrêmement frappant aussi. Si quelqu'un va à Moscou, je vous le conseille, musée Pouchkine. Donc, le trésor de Troie, c'est plus de 3000 pièces en or. Il y a des bijoux, c'est l'aspect le plus célèbre, mais il y a aussi des coupes, des vases, il y a des boucliers, enfin, il y a des instruments, enfin, il y a plein de choses. Et c'est vrai, il y a une majorité en or. Et effectivement, c'est en principe, ce sont des pièces qui datent de 2500 ou 2300 avant Jésus-Christ. Lui, il ne les date pas comme ça à l'époque. Il pensait que c'était autour de 1500. Donc, parce qu'il pensait que c'était vraiment lié à Troie, alors que maintenant, on sait que ça appartient à des périodes antérieures. Et effectivement, ce qu'on voit dans la mini-série, donc c'est, comme je disais, une scène très saisissante, mais dans la réalité, au fait, on ne sait pas du tout comment il a trouvé le trésor et où il l'a trouvé. Il existe, alors il y a des spécialistes qui disent qu'il existe 12 récits. Moi, j'en ai étudié, je pense que j'en ai étudié 5 ou 6, des récits différents de la trouvaille du trésor. Et donc, effectivement, on n'a jamais su comment et à quelle hauteur et à quel endroit il l'a trouvé. Parce qu'en fait, il voulait utiliser les pièces pour prouver que c'était bien Troie, que l'endroit où il était en train de fouiller, que c'était la ville de Troie. Et donc, il essayait d'interpréter les pièces en fonction de ça.
Et un des problème qu'il a et que les Grecs, il n'y a pas de les Grecs brûlaient leurs morts. Mais alors là, c'est pas des Grecs, hein, évidemment. Mais il n'y a pas de cimetière. En fait. Ça, c'était la grande frustration des archéologues de la région, c'est que en fait, les archéologues apprennent surtout à partir des cimetières, et là, il n'y a pas de cimetière. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'il a trouvé quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on considère aujourd'hui que le trésor de Troie est ce qu'on appelle un composite. Mais en termes d'archéologie moderne, un composite est un faux. Mais ce n'est pas parce que les pièces sont fausses, c'est parce que l'ensemble n'a jamais pu être trouvé au même endroit comme lui, il prétend l'avoir trouvé. Mais en réalité, après avoir étudié effectivement 6 versions de ce récit attentivement, donc cette partie n'est pas dans mon livre dont vous parlez, mais c'est la partie que j'explore dans Homo Explorator, un livre qui va paraître bientôt, qui est déjà terminé. J'étudie les différents récits de la découverte du trésor, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'en réalité, il essaie de le présenter comme une vision. Et c'est comme ça que ça apparaît dans la mini-série, et c'est très très beau, hein, évidemment. Mais dans le récit, c'est impossible de le comprendre comme ça à partir de son récit. Donc il y a une version de son journal, il y a une première version qu'il envoie à son éditeur Brockhaus en Allemagne, donc en allemand. Il y a une autre entrée dans son journal où il raconte une toute autre histoire. Il y a un deuxième rapport à son éditeur qui est tout à fait différent. Il raconte les choses, tout ça d'une façon différente dans son ouvrage où il fait le point sur ses premières campagnes. Donc les premières campagnes, véritables campagnes à Troie, c'est 1870-1871 à 1873, 31 mai environ 1873. Donc c'est l'ouvrage intitulé Trojanische Altertümer, Antiquité troyenne, qui est un très très bel ouvrage. Donc là, il raconte une autre version. Et dans le récit de Ilios, où il fait le point sur la suite des campagnes 1880, l'ouvrage s'intitule Ilios, la ville et pays des Troyens. Et il y a un autre récit de la découverte de Troie, et en plus de ça, du trésor, pardon. Et en plus de ça, on a recueilli plus tard la version de Yanakis. On n'a pas encore parlé de ce très, très beau personnage. Yanakis, c'est un personnage historique. C'était lui qui s'occupait d'engager les travailleurs, qui a assisté, c'était une sorte d'homme à tout faire de Schliemann, et les deux hommes se sont liés d'amitié. C'est un personnage très amusant et très beau dans la vérité, et dans le film aussi, les hommes se lient d'amitié, c'est très très beau, il y a une complicité, etc. Donc en termes d'archéologie, comme je disais, c'est vraiment un composite et on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Voilà. J'aimerais, Annick, qu'on évoque maintenant un aspect aussi central, vous l'avez dit, qui a fait figure d'aspect majeur de la reconstitution dans cette mini-série, c'est la question des fouilles elles-mêmes. Alors, comment est-ce qu'elles sont montrées? Vous l'avez dit, c'est quelque chose qui a pris un décor qui est presque pharaonique, on pourrait dire. Et justement, ça fait partie peut-être des points forts de la série, cette reconstitution. Oui, en vous entendant utiliser le mot paranoïque, je pense à Cléopâtre, évidemment, au film, mais c'est pas aussi paranoïque, mais oui, c'est très impressionnant quand même, et en termes de décors européens, c'est majeur, je pense, alors après, je pense qu'il y a des aspects dans cette reconstruction qui sont historiques, par rapport à tout ce que moi j'ai pu étudier, mais comme je rappelle que je ne suis pas archéologue, même si pour faire ces recherches, je me suis vraiment très longuement initiée à la discipline. Mais il y a des aspects qui sont un peu historiques et d'autres qui ne le sont pas. Mais ces fouilles sont absolument spectaculaires, et les scènes dans les fouilles sont peut-être les meilleures du film. Et c'est vrai que Schliemann a transformé, et en fait, son apport se produit sur deux aspects. Un, c'est que surtout en France, jusqu'à ce moment-là, quand on cherchait à prouver par exemple l'historicité de la ville de Troie, où on essayait de prouver sur quel site ou à quel endroit se trouvait la ville de Troie. Et donc, toute petite parenthèse, à l'époque, il y a une polémique, il y a 2 lieux qui sont identifiés comme étant les lieux possibles, Bunarvashi et Isarlik. Et donc, Schliemann tient la théorie d'Isarlik de Frank Calvert et l'adopte tout de suite, mais en France, la plupart des savants étaient partisans de la théorie de Bunarvashi. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ces théories sont rejetées. Mais l'autre raison, c'est que la méthode que les savants privilégiaient à l'époque, c'était une méthode philologique. Donc, on cherchait à prouver
où se trouvait Troie par rapport à l'étude du texte. Donc c'est dans ce sens qu'il est souvent accusé de mal maîtriser le grec, ce qui n'est pas vrai, de mal maîtriser le grec ancien ou le grec homérique, mais c'est pas vraiment. Ça, je trouve que c'est pas vrai, d'après ce que moi j'ai pu voir. Mais alors, dans la mini-série, ça apparaît d'une façon très bizarre. Au début, il cherche Troie à Bunarbashi, alors qu'il n'a jamais cherché Troie à Bunarbashi. En revanche, il y a fait des fouilles pour prouver que là, il n'y avait pas la ville de Troie, que la ville de Troie ne se trouvait pas. Mais il a toujours été partisan de la théorie d'Isarlik. Et en fait, c'est très mignon parce que donc il y a une scène très rocambolesque où, quand ils vont chercher le site, ils sont attaqués par des brigands. Sophia s'échappe, il y a un brigand qui la poursuit. Elle se défend d'ailleurs très bien toute seule. Et donc, pour échapper à son persécuteur, Shiman arrive à cheval. Donc là, l'acteur, il est génial parce qu'évidemment, quand il fait du cheval, il fait vraiment du cheval. Donc, c'est assez impressionnant tout ça. Et donc, pour s'échapper, Sophia monte sur une petite colline et de là, elle aperçoit un lieu et dit « Ah, regardez, ça pourrait être là !» Donc, c'est tout à fait imaginaire, tout ça. Mais bon, c'est très mignon et très rocambolesque, comme je disais. Et donc, en fait, lui, il va utiliser la méthode des fouilles. Et ça, c'est résisté aussi dans la communauté scientifique française, mais pas autant dans la communauté anglaise. Et donc ça n'apparaît pas du tout dans la mini-série. Le triomphe qu'on voit à la fin devant l'Académie de Berlin, en fait, ce genre de triomphe, Schliemann les vit dès 1874, mais en Angleterre. C'est le premier endroit où le trésor est exposé et où il est acclamé par la communauté scientifique. Bon, il y a des polémiques quand même, bien sûr. Et donc, effectivement, c'est très impressionnant ce site. Cette reconstruction, les sites, l'ampleur du site, on voit l'activité, l'effort physique, c'est très matériel, c'est très beau aussi. Et pendant toutes ces fouilles, on voit l'enthousiasme et la frustration qui cohabitent. Il y a une musique qui est très entraînante aussi dans la mini-série et de toutes petites scènes comme on voit l'aigle qui traverse le ciel et ça renvoie à l'enfance du personnage, à ses rêves, etc. Et sur les sites de fouilles, il y a plusieurs choses. Alors moi, j'aime beaucoup aussi déjà ça dans les gravures des ouvrages de Schliemann. Il y a malheureusement de façon pratiquement anonymisée les travailleurs turcs. Et c'est un personnage un peu collectif. Et il y a de temps en temps des personnages qui s'étagent. Donc il y a d'abord le chef, un vieil homme qui est le chef des paysans locaux. Et puis après, il y a le propriétaire des terres, celui qui est présenté comme le propriétaire de terres, qui attaque Schliemann plusieurs fois, il se défend, etc. Et après, il devient de ses complices. Alors, tous ces gens sont avides, il y a une avidité et ils veulent toujours de l'argent, etc. Mais finissent par se convertir, tout le monde se convertit à l'entreprise de Schliemann, même ses ennemis, même le jeune Démétrios qui était amoureux de Sophia, donc tout le monde, il gagne tout le monde à sa cause. Et il y a cette belle scène à la fin où donc ils sont chassés par Neumann et les autorités turques du site. À la fin, il leur reste 2 jours pour finir les fouilles et donc c'est pendant ces 2 jours qu'ils vont trouver le trésor. Mais il paye tout le monde, il renvoie tout le monde, tous les travailleurs, et il va faire sa baignade matinale. Et quand il revient, tous les travailleurs, sans être payés, sont là en train de continuer les fouilles, même Sophia, etc. Et donc c'est assez beau, c'est ce côté communautaire. Et puis il y a un autre aspect qui est très beau, que moi j'aime beaucoup, qui se trouve dans le récit de Troyan et Chaltertum, dans l'Antiquité troyenne, c'est la question des maladies. Donc évidemment, c'est une zone où il y a beaucoup de moustiques, beaucoup de maladies, etc. Et il y a toute une série d'épisodes où vraiment Schliemann se met en scène dans le récit comme le grand sauveur et qui va guérir les travailleurs turcs et les enfants des travailleurs turcs qui sont malades. Et ceci existe dans le récit. Mais la mini-série donne un tour d'écrou qui est très beau. Donc, il y a ce propriétaire des terres qui s'oppose tout le temps à Schliemann. Donc, à la fin, effectivement, donc, ils ont chassé, ils déterrent le trésor. Neumann et les Turcs arrivent. Et donc, il y a une scène en pleine nuit, très, très belle aussi, où Schliemann arrive persécuté, donc poursuivi par le propriétaire des terres, qui l'abat d'un coup de pistolet.
Et il meurt en disant « 3 brûlent pour la 2e fois ». Donc là, on s'aperçoit en tant que spectateur, sans qu'il y ait une grande cohérence, que tout le site est en feu et en flammes, pardon. Et donc, Sophia attaque le propriétaire et est abattue aussi par le propriétaire des terres. Hein. Mais et bien sûr, évidemment, vous devinez tous la fin, c'était une mise en scène pour pouvoir s'enfuir avec le trésor. Et on découvre à la fin, tour d'écrou, tout à fait digne d'un roman feuilleton, que une des enfants que Schliemann avait guéri parce qu'il avait acheté toute la quinine qui existait sur la Troade à l'époque pour essayer de guérir tout le monde, était la fille du propriétaire de la terre hein, qui s'opposait à lui avant et qui maintenant est devenue son amie. Et c'est assez intéressant que le récit occulte cet élément jusqu'à la fin pour mettre en scène hein, cet épisode final très dramatique. Hein. Évidemment, on sait tous qu'il n'a pas mort comme ça, mais c'est en tout cas très romanesque. Une autre idée très intéressante qu'on a aujourd'hui, on étudie en histoire et dans les sciences humaines par le prisme du genre. Alors j'aurais aimé que vous développiez, Annick, autour de cette question du genre et en particulier que vous nous disiez comment est-ce qu'on raconte finalement, comment est-ce qu'on étudie l'histoire d'un archéologue de la fin du 19e siècle par ce prisme-là du genre. Oui, c'est une question qui est vraiment très intéressante, et peut-être plus intéressante dans la mini-série que dans l'histoire de Schliemann. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est que Schliemann donc, s'est formé dans les milieux parisiens de la fin du Second Empire. Et donc, moi, ce que j'ai un petit peu découvert, hein, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est une de mes hypothèses en tout cas, c'est que dans les milieux d'époque, dans les milieux savants, tous les savants pratiquement étaient secondés par une femme. Ça pouvait être l'épouse, la sœur, la fille, et c'est le cas de savants comme Emil Egge qui a joué un rôle tout à fait capital dans la formation et dans l'intégration de Schliemann dans le milieu académique et savant parisien. Et au fait, ce modèle, il est resté pour lui. À l'époque, lui, il est marié, sa femme est en Russie, ils s'entendent très mal, c'est un couple, c'est un enfer, hein, tout ce couple. Et donc, il se rend compte que là, il y a quelque chose. Et donc, une des raisons pour lesquelles il veut une épouse grecque, hein, il veut une jeune femme très belle grecque. Hein, donc, il se fait envoyer des photos et c'est à peu près une opération commerciale, hein, le mariage avec Sophia. Et cet aspect, c'est parce qu'il veut en un sens revisiter le mythe de la belle Hélène. Hein, et Sophia Schliemann était une femme très très belle. Hein. On a beaucoup de portraits et donc notamment un portrait où elle est parée des bijoux de Troie, hein, qui a fait à l'époque était un succès dans tous les journaux. Ce portrait a été reproduit de façon vraiment très importante. Et donc, au fait, il a toujours voulu présenter, et aujourd'hui on sait que c'est une construction, Sophia comme une femme savante, hein, une femme savante qu'il a secondée dans ses recherches. Et donc, au fait, Sophia, dans la mini-série, dès le début, elle est présentée comme ça. Parce que dans la première scène, on a une Sophia en train de lire un livre dans des ruines, et Démétrios vient, il veut l'embrasser, il veut jouer avec elle, elle veut lire. Hein. Donc, on voit la femme savante tout de suite qui récite l'Iliade par cœur, etc. En réalité, tout ceci, c'est vrai que c'est Schliemann qui l'a formé. Mais il tenait à ce modèle du couple de savants. Sauf que sous le Second Empire, ces femmes restaient souvent dans l'ombre. Mais quand je dis l'ombre, c'est une ombre relative. Hein, c'est une question, j'avoue que j'aimerais bien étudier à l'avenir. Hein, mais de rester dans l'ombre parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de reconstruire ceci. Mais à l'époque, tout le monde le savait. Parce que ces femmes, elles participaient des salons, hein, par exemple de la femme d'Emile Egge. On dit qu'elle maîtrisait mieux le grec ancien que lui, qui était les spécialistes de grec ancien, professeur à la Sorbonne. C'est ce qu'on dit la légende. Donc voilà, elle était en même temps la fille du professeur précédent à la Sorbonne, de grec ancien. Donc il y a beaucoup d'alliances familiales dans la période dans le milieu savant. Et donc au fait, cet aspect est récupéré par la mini-série. Il y a toute une question vraiment, une question de genre et une revendication, disons, on pourrait dire presque féministe, hein, du personnage de Sophia, qui au départ refuse le mariage arrangé,
Puis on a le côté Shiman qui ne va pas la forcer à devenir son épouse. Il va attendre qu'elle tombe amoureuse de lui. C'est elle qui prend toutes les initiatives. Elle joue un rôle capital celle qui a toutes les idées dans les fouilles, pardon. Celle qui a toutes les bonnes idées pour réaliser les fouilles. Celle qui installe les tentes pour qu'il n'ait pas plus à rentrer à l'hôtel parce que c'est loin évidemment et ça indique je suppose que c'est Kanakal et on ne sait pas dans quelle ville ils sont. Donc c'est elle qui a toutes les bonnes idées, toutes les idées pragmatiques, elle déchiffre les inscriptions, enfin, tout ceci. Et puis il y a ce côté aussi très personnel de l'amour comme un choix ou le mariage comme un choix, parce que Shiman la libère et lui, donc il règle les dettes de ses parents, parce que ses parents font un arrangement parce qu'ils ont des dettes, et la libère du mariage, et elle revient vers lui parce qu'elle est déjà un peu sous l'emprise de personnage. Et donc, et comme vous voyez, il y a toute une question. Bon, le récit, c'est très roman feuilleton, la relation amoureuse. Mais il y a d'autres femmes qui sont présentes. Dès le début du film, on a la femme de cette opposante de Schliemann, qui s'appelle Neumann, qui est inventée. Et donc, c'est Madame Neumann. Elle joue un rôle tout à fait capital aussi dans le film. Déjà parce que dès le début, elle s'intéresse à Schliemann. Elle apparaît comme une femme plus âgée, mais très, très belle et très élégante, malmenée par son mari. Là, il n'y a pas de féminisme. Malmenée par son mari qui en dispose comme il veut. Il s'appelle Michaela Neumann. Donc, Schliemann lui propose de devenir sa compagne dans les fouilles. Elle refuse, mais après, elle va revenir. Et elle a une scène très, très belle où elle vient sur les fouilles pour essayer de proposer à Schliemann de revenir vers lui. Et elle insinue même qu'ils ont été amants, alors qu'en réalité, ça n'apparaît pas vraiment comme ça dans la mini-série. Et on a une scène tout à fait digne aussi d'un roman feuilleton, où donc, quand elle est en train de repartir dans son carrosse, Sophia arrête le carrosse et lui parle. Et là, il lui montre ses mains. Il lui dit, moi, j'ai fait les fouilles avec mon mari. Vous n'allez pas nous prendre, toi, ni mon mari. Et donc, en fait, Sophia revendique sa place, non pas en tant qu'épouse légitime, mais en tant que personne qui a participé aux fouilles. Et donc, en tant qu'archéologue, en un sens, dans la mini-série. C'était une place, comme je disais, que Schliemann revendiquait pour elle, mais qu'elle n'a eu que partiellement beaucoup plus tard. En fait, Sophia n'était présente pendant ces fouilles que très peu de temps, et elle n'était pas là, comme je disais, le jour où on a trouvé le trésor de Troie. Mais il y a cet aspect rivalité amoureuse entre les deux femmes qui est exploité dans la mini-série et qui est aussi intéressant. Donc, vous voyez, il y a plusieurs aspects. Il y a quelque chose qui personnellement m'intrigue. Si un jour le réalisateur écoute votre émission, j'aimerais bien avoir une réponse. C'est qu'il y a un personnage qui apparaît, qui est une jeune femme blonde, très jeune, qui s'appelle Lydia, et qui participe aux fouilles et qui est une amie de Madame Schliemann, et on ne sait pas du tout qui c'est. Elle est juste là. Alors, et donc, j'aimerais bien savoir pourquoi elle est là et qu'est-ce qui se passe avec ce personnage. L'appel est lancé, cher Annick, et c'est vrai que c'est quand même très très intéressant de voir cette place des femmes, vous l'avez dit, là-dessus, on s'est bien mis en valeur. Alors il y a un autre personnage bien mis en valeur, vous l'avez évoqué, j'aimerais que vous développiez un peu plus, c'est celui de Yanakis, parce que à travers lui, on peut rentrer, n'oublions pas, on est dans l'Empire ottoman, et on peut rentrer dans cet Empire ottoman du 19e siècle et appréhender cet empire qui est à la fois, on va dire, multiethnique, grec et turc, et on rentre justement à travers Yanakis dans ces personnages-là, dans les familles, dans le quotidien de l'Empire ottoman au 19e siècle. Oui, donc il s'appelait Nikolaos Sapiros Yanakis et c'était un grec en fait qui était dans la région et qui a servi d'intermédiaire. Schliemann parlait un peu le turc, mais je ne suis pas capable de dire quelque chose sur la qualité de son turc, puisque je ne connais pas cette langue, mais il y a des parties dans son journal et dans sa correspondance en turc. Mais quand même, il a besoin d'un interprète malgré tout. Et c'était donc effectivement un personnage qui a existé, qui est très attachant dans la légende, je crois dans la vérité aussi, et dans la mini-série. Et c'était son serviteur personnel et le gérant pendant les fouilles. Donc, il recrutait les hommes, les payait, organisait tous les aspects pratiques. Donc, vous voyez, dans la mini-série, Sophia empiète sur le personnage de Yanakis, puisque c'est elle qui règle souvent les aspects pratiques. Donc, elle reprend des aspects de Yanakis. Et on voit ici un autre aspect, c'est qu'il y a une amitié aussi entre les deux, qui surgit du fait qu'ils se rendent compte que Schliemann et Sophia n'ont pas de bonnes relations au début et qui n'ont pas de relations sexuelles concrètement.
Et il l'incite à la patience, il lui dit le mariage c'est difficile, il raconte que lui-même avait été marié, que sa épouse est morte, alors en fait son épouse n'est pas morte comme ça. Voilà, mais donc c'est effectivement un personnage qui est très attachant et qui lui dit toujours ça viendra, l'amour va arriver, etc. Et il y a cette complicité entre hommes qui a un aspect un peu féministe aussi, hein, un peu la compréhension. Hein. Il dit aussi quelque chose qui, qui pour moi résonne hein, du côté freudien, hein, du côté de Freud, hein, parce qu'il dit tous les mariages sont arrangés d'une façon ou d'une autre, et ça rappelle un petit peu certaines des opinions de Sigmund Freud sur le mariage. Et effectivement, le personnage est très bien, mais il est un peu effacé par rapport à ce qu'il était, puisque ce personnage, après, il a été témoin. Comme il a été témoin de tout ça, il y a des gens qui ont fait des entretiens avec lui, on a quelques témoignages, et c'est pas à travers lui qu'on a d'autres aspects qui parfois ont été occultés par Schliemann, comme je disais, comme la question des trouvailles du trésor. Donc, en fait, Schliemann voulait il voulait qu'il y ait une tombe dans ce qu'il trouvait. Donc c'est pour ça qu'il a construit ce composite d'objets à partir des trouvailles. Mais c'est un personnage qui est très attachant. Des années plus tard, il meurt noyé hein, dans la réalité. Et Schliemann, il envoie de l'argent à sa femme. Enfin, il y a toute une série d'épisodes autour de lui aussi. J'ai dit que Démétrios était inventé. J'ai parlé un petit peu des propriétaires des terres. C'est un très beau personnage aussi. Hein. Il y a le chef qui est dans la taverne, qui est un monsieur âgé, qui aussi se laisse gagner à la cause. Mais je voulais peut-être rajouter sur la question des femmes aussi qu'il y a un autre aspect intéressant. Il y a des allusions contradictoires hein, au fait que Schliemann a été marié précédemment et qui sont intéressantes aujourd'hui. Et c'est intéressant que la mini-série les récupère. En fait, il avait été marié une fois, et donc il y a une fois dans la mini-série où on dit qu'il avait été marié 2 fois, et une fois où on dit qu'il a été marié 1 fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une conversation avec Sophia, il dit que sa femme était amoureuse d'une autre femme, ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est vrai, apparemment, d'après ce qu'on a pu reconstruire historiquement, mais c'est intéressant que cet aspect soit récupéré par la mini-série aussi. Et parce que Sophia lui l'accuse d'avoir échoué dans ses mariages précédents, et il lui dit oui, moi j'aurais pu supporter que ma femme ait un amant, mais en fait, il avait une maîtresse, voilà. Il y a 2 autres personnages qui apparaissent. Donc, il y a un espion qui est placé par le gouvernement turc et Neumann conjointement et qui s'appelle Lars Bernson. C'est pas un personnage historique. Et il y a un ingénieur, Theo Glauser, qui est embauché sur le conseil de Sophia. Alors, pour l'espion, c'est assez intéressant parce que, évidemment, il joue le rôle du méchant parce qu'il donne les renseignements aux ennemis de Schliemann. Mais il y a des moments où on a l'impression qu'il est en train de se convertir aussi à la cause de Schliemann et qu'il l'admire. Donc, c'est aussi intéressant, ce côté. Mais c'est lui qui pousse Schliemann à prendre trop de risques. C'est pour cette raison qu'il y a un écroulement à un moment donné dans lequel va mourir l'ingénieur. Et qui est une scène aussi très, très frappante parce qu'il y a toute une partie des fouilles qui s'écroulent sur les personnages. Et voilà, c'est une scène intéressante aussi. Annick Louis, merci beaucoup pour la présentation de cette série autour donc du personnage de Schliemann, du Trésor de Troie, mini-série allemande de 2007, qu'on vous recommande parce que c'est vrai, c'est très intéressant d'avoir ces aspects-là. Et puis pour celles et ceux qui auraient vu la série ou qui voudraient la voir, mais qui voudraient aller plus loin, Annick, donc votre livre dessus sur Schliemann permet justement de recontextualiser très bien les choses et puis d'approfondir et de, j'allais dire, délier la vérité de la fiction à travers ce qu'on peut voir dans la série. Alors, vous avez justement proposé, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, une bibliographie que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com à la page de l'émission, bibliographie qui permettra aux auditeurs d'aller plus loin, mais aussi peut-être de découvrir des choses à la fois sur Schliemann et puis sur cet espace et puis sur Troie aussi. Voilà, donc c'est quelque chose de très très intéressant, aller au-delà du mythe. Et justement, c'est ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui dans cette émission d'Histoire en série. Alors, on retrouve aussi notre podcast sur toutes les grandes plateformes de podcast. Pensez à vous abonner. Comme ça, vous ne louperez aucun des 2 numéros que l'on fait hebdomadaires. Et puis, vous aussi nous retrouvez sur notre partenaire nonfiction.fr. Vous avez à la fois les liens pour aller les écouter, ces émissions sur YouTube et sur les grandes plateformes, mais aussi un petit résumé de chaque émission
émissions. Voilà. Notre site internet est à votre disposition avec chaque mois les émissions qui y sont résumées avec les liens pour les écouter et puis les présentations, les bibliographies, les résumés fournis par les intervenants et les intervenantes. Annick, merci beaucoup vraiment pour cette présentation autour de Schliemann et de Troyes. Et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Nicolas et merci aux auditeurs. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger.